Bonjour à tous et très bonne année 2022. Nous attaquons une nouvelle saison des agro-webinaires du mardi. Et pour démarrer cette saison, nous allons parler de l'association entre production photovoltaïque et production agricole. Avant de laisser la parole à Hélène, qui va être notre animatrice de ce webinaire, je vous rappelle, comme pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir sur ces agro-webinaires, que vous avez la possibilité d'interagir avec nous avec deux possibilités, deux boutons dans la bannière de la plateforme. Une qui s'appelle discussion ou converser ou chat selon votre version de Zoom. Et sur cette rubrique, le mieux est de nous donner, quand vous avez envie de donner des informations, moi-même je vous en donnerai, ou si vous avez un souci technique, vous pouvez lever la main, mais vous pouvez aussi me mettre un message direct pour me faire part de vos problèmes. Pour l'autre bouton que l'on vous conseille vivement d'utiliser, puisque c'est un peu le jeu de ces agro-webinaires, c'est le bouton Q&R pour questions et réponses. Ces questions seront traitées en direct par les intervenants, par le relais d'Hélène en fin de webinaire, enfin, dans la deuxième moitié du webinaire, puisque le webinaire est toujours partagé en deux temps, un premier temps d'intervention à 3 fois et un deuxième temps de questions-réponses. Je laisse la parole à Hélène qui va introduire. Vous arrivez, vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de questions et que les intervenants pourront répondre à toutes. Voilà, bon webinaire à tous. Hélène, tu as la parole. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous. Alors effectivement, donc, on va parler d'agrivoltaïsme. Alors coupler production d'électricité photovoltaïque et agricole est une solution prometteuse pour favoriser le développement des énergies renouvelables tout en minimisant la consommation de foncier. L'agrivoltaïsme peut également être une opportunité de diversification pour les agriculteurs. Cependant, il ne suffit pas d'installer des panneaux voltaïques au-dessus des surfaces dédiées à la production agricole pour aboutir à un système viable et rentable. Concevoir et conduire un projet d'agrivoltaïsme nécessite des compétences et savoir-faire spécifiques et implique de mener une réflexion stratégique globale sur l'ensemble de l'exploitation et de son modèle économique. C'est ce que vont nous illustrer les intervenants du jour, à savoir Jérôme Pavie de l'IDEL, Institut de l'élevage, qui est responsable du service fourrage et pastoralisme, Sylvain Bernard, qui est agriculteur dans le Vaucluse, et Xavier Canal, chef d'exploitation au lycée agricole de Sainte-Livrade-sur-Lot. Je remercie les trois intervenants du jour. Alors, M. Pavie nous parlera plus spécifiquement de l'agrivoltaïsme en élevage de ruminants. Quant à M. Bernard et M. Canal, ils vont plutôt nous parler de production maraîchère sous serre photovoltaïque. Sur ce, je vais tout de suite laisser la parole à M. Pavie. Et donc, comme l'a dit Philippe, je vous retrouve en fin de webinaire, en deuxième partie du webinaire, pour relayer vos questions aux intervenants. Jérôme, c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer mon intervention par quelques petits rappels pour resituer un peu ce qu'est le photovoltaïsme et l'agrivoltaïsme plus particulièrement. Donc, le photovoltaïsme, ça existe déjà depuis de nombreuses années. Il s'est jusqu'à présent essentiellement développé sur des toitures ou des zones non agricoles, telles que les friches industrielles, les anciennes zones militaires, etc. Et la programmation pluriannuelle énergétique de 2018 a fixé des objectifs très élevés de production issue du photovoltaïsme, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de multiplier par 5 cette production en 10 ans, entre 2018 et 2028. Alors, pour atteindre cet objectif, il a été très vite fait le constat que, compte tenu du potentiel très limité des toitures et des autres zones non agricoles, il fallait élargir la possibilité de création de centrales sur les terres agricoles, d'où l'apparition de ces concepts d'agrivoltaïsme ou d'agrisolaire. Alors, l'agrisolaire, c'est encore en cours de définition dans son application, mais pour faire simple, on va dire qu'il s'agit d'associer la présence de panneaux photovoltaïques à des productions agricoles. Alors, ces productions agricoles, elles peuvent être de toute nature. Moi, je vais plutôt vous parler d'élevage, mais tout à l'heure, on va vous parler de maraîchage. Mais ça peut aussi s'appliquer à la viticulture, à l'arboriculture, aux grandes cultures, voire même à l'aviculture. L'arrivée de panneaux et de centrales, ce n'est pas sans interroger la profession agricole, qui reste encore assez partagée sur ses positions et ses postures vis-à-vis de ses projets sur le terrain. Fort logiquement d'ailleurs, il y a un certain nombre de craintes qui sont exprimées, notamment
sur le risque de détournement du foncier agricole, de spéculation dans le cadre de rétention parfois, de son artificialisation et aussi de la substitution des productions agricoles par celles de l'énergie. Il y a encore en mémoire l'expérience de la méthanisation en Allemagne qui devait venir comme une forme de diversification et qui finalement a quasiment fait disparaître l'élevage de certaines structures. Au-delà de ça, il y a aussi un très grand nombre d'entreprises actives sur le secteur, plusieurs dizaines, parfois très nouvellement investies sur le photovoltaïsme et qui présentent des modèles économiques très variables, ce qui interroge aussi la profession sur la bonne formule gagnant-gagnant. Pour les professionnels agricoles, la question est donc de savoir si cette forme de diversification possible pour les structures agricoles doit être considérée comme une opportunité de développement et donc comme une chance ou comme une menace sur la destination des sols et la pérennité des productions agricoles. En matière d'agrivoltaïsme, le législateur a fixé déjà un certain nombre de règles et de procédures pour encadrer le développement des centrales photovoltaïques. Je crois même savoir qu'au ministère, il y a encore un groupe de travail qui est actif sur ces définitions. Les principaux points de cadrage en fait, de ces projets portent sur le maintien dans le temps des productions agricoles, donc la pérennité de l'agriculture, la réversibilité des infrastructures, donc par rapport à l'artificialisation possible des sols, et s'accompagne aussi d'un certain nombre de diagnostics, d'études préalables assez lourdes et complètes, notamment en lien avec les questions de biodiversité. Pour toutes ces questions de mise en place et de cadre législatif et réglementaire, je vous invite à parcourir le guide de l'agrivoltaïsme proposé par la plateforme verte, qui est un regroupement d'entreprises de production d'énergie et qui expliquera dans le détail l'ensemble de ces contraintes et de ce cadre d'implantation de ces centrales. Donc, il y a donc une forme d'obligation à trouver une synergie entre le bon niveau de couplage entre les productions agricoles et d'énergie. Et l'Institut de l'élevage a répondu dès 2019 à un certain nombre d'entreprises qui sont venues vers elle pour essayer d'organiser au mieux ce couplage entre ces différentes productions. Pour répondre à la fois à ces demandes d'entreprise, mais aussi à des questionnements d'éleveurs, voire de structures d'élevage, et notamment je mets en avant la Fédération nationale ovine, parce que les ovins sont souvent les animaux auxquels on pense sur les surfaces herbagères. Nous avons donc développé un certain nombre de collaborations sur des projets, en projet ou en cours d'ailleurs, et qui nous ont permis de capitaliser un petit peu d'expérience. Nous intervenons à différents niveaux avec les entreprises, de la conception, de la réflexion à la conception de la centrale jusque dans des suivis techniques, voire la mise en place de protocoles expérimentaux pour résoudre des questions techniques encore en suspens. Cependant, on est aussi assez vigilant et on vise à surveiller deux points, c'est-à-dire qu'il y a une réalité derrière l'ambition agricole affichée, qu'on soit vraiment dans un couplage de production et que ce ne soit pas simplement l'agriculture, une forme d'alibi à un projet purement énergétique. Et ensuite, que ces projets profitent à de vrais éleveurs qui ont un souci de production de biens agricoles et pas uniquement à des entreprises qui soient dans la location de matériel de tonte à pattes, si je peux m'exprimer ainsi. Je vais changer de diapositive. Voilà. Donc, pour réussir le couplage entre les activités, il faut bien prendre en compte la future présence des animaux dans les centrales, réfléchir en amont à leur ergonomie, intégrer les nécessités agricoles des éleveurs, des troupeaux, et voilà, notamment la manipulation des animaux, mais aussi le passage d'outils mécaniques, puisqu'il va falloir très certainement ressemer par moment, fertiliser, récolter, et donc il faudra passer des engins. C'est pourquoi, à partir de nos premiers travaux, nous avons proposé un guide sur l'agrivoltaïsme appliqué à l'élevage de ruminants qui est à destination des porteurs de projets, que ce soit les entreprises ou même les agriculteurs. Ce guide met aussi en lumière qu'il y a un certain nombre de questions techniques qui ne sont pas résolues, notamment quels sont les impacts de l'ombre, par exemple, sur les couverts végétaux, la croissance et la dynamique de croissance de la prairie. Quels sont les impacts de ces panneaux et de la vie du troupeau dans une centrale sur le plan de l'animal, c'est-à-dire à la fois dans les dimensions de production, de reproduction, voire de bien-être. Et puis, pour ce qui est de l'Institut de l'élevage, qui a toujours cultivé une approche systémique,
on s'intéresse aussi aux conséquences que pourraient avoir ces centrales, ces diversifications avec des centrales dans les exploitations, sur le plan notamment de l'organisation du travail, de sa complexification potentielle, et puis aussi sur son intérêt économique, donc au niveau de l'exploitation. Quand nous intervenons sur des projets, nous avons un certain nombre de recommandations qui visent notamment tout ce qui est l'accueil du troupeau dans les centrales, c'est-à-dire les équipements nécessaires, parce qu'il vaut mieux les avoir prévus en amont que de se poser la question ensuite du comment on fait. Donc les chemins, les points d'eau, les lieux d'affouragement, de contention, etc., la pose des clôtures intracentrales pour refractionner ces surfaces qui sont parfois de grandes dimensions et faciliter un pâturage cohérent et efficace en matière d'entretien de ces centrales. On a aussi une réflexion autour de l'adaptation du chargement animal aux surfaces en fonction des types de couverts, des contextes pédoclimatiques. Donc ça pose des questions de gestion de pâturage, de pression de pâturage, d'organisation. On intervient aussi sur les choix des bons couverts prairiaux, puisque chaque contexte a sa solution en matière de couvert prairial en fonction des besoins, des attentes, et puis aussi en tenant compte de l'ombre apportée par ces panneaux, et donc en sachant que certaines espèces l'apprécient moins que d'autres. Et puis, on essaye aussi de réfléchir à l'intégration de la partie centrale dans le système fourrager, puisqu'il faudra concevoir à côté d'elle d'autres surfaces à pâturer, d'autres surfaces à récolter pour assurer une cohérence à l'ensemble du système et une autonomie alimentaire du projet. Voilà, on travaille aussi sur la conception de centrales avec les entreprises, bien sûr, adaptées aux interventions mécaniques, écartement, hauteur, densité de panneaux, pour favoriser la cohabitation des deux productions. Et puis, on s'intéresse, on a un regard tout particulier sur la compétence éleveur du candidat. Alors, quand c'est un éleveur qui a déjà des troupeaux, on ne se pose pas trop la question. La question se pose quand on est face à un projet où l'éleveur, enfin, l'agriculteur n'est pas éleveur et envisage le développement d'une activité ovine qui souvent nécessite beaucoup de technicité. Et là, parfois, on est un peu dubitatif sur ces projets de néo-éleveurs liés à l'arrivée de ce projet photovoltaïque. Alors, chance ou menace, moi je dirais que pour conclure, il y a des enjeux très forts pour les deux filières, que ce soit agricole ou énergétique. Les potentiels de développement sont très importants, potentiellement, puisque les surfaces en herbe en France représentent 13 millions d'hectares environ. Donc, potentiellement, il y a une offre possible importante, mais il faut réussir la bonne combinaison entre les deux filières en essayant de ne pas sacrifier l'une au profit de l'autre. Il faut un échange de services. Alors, les panneaux amènent de l'ombre, peuvent amener un confort par rapport aux questions de réchauffement climatique. Les entreprises amènent aussi une forme de diversification économique. De l'autre côté, il y a les éleveurs qui amènent leur main-d'œuvre, leur capacité de travail, d'entretien et qui mettent à disposition ces surfaces. Il faut donc qu'il y ait un équilibre et une formule gagnante-gagnante pour les deux parties. L'agri-solaire peut être une forme de diversification intéressante pour de nombreux éleveurs, notamment là où l'élevage se trouve fragilisé, où il faut pérenniser les structures, les consolider, là aussi où les alternatives agricoles sont peu nombreuses. Je conclurai en disant que c'est peut-être une chance à condition que les projets soient réellement conçus en ce sens de la cohabitation des deux activités. Je vous remercie et je vais laisser la parole à Sylvain, qui va vous parler, lui, de maraîchage. Merci beaucoup, Géraud. Effectivement, on va laisser la parole à Sylvain. Bonjour à tous. Donc, je suis exploitant sur le Nord Vaucluse, la commune du Chaux, une exploitation familiale qui a une centaine d'hectares, où il y a donc mon père, mon frère et donc notre sœur qui est en train de nous rejoindre sur l'exploitation, et sur lequel on avait du mal depuis quelques années à augmenter les surfaces, et où on faisait du maraîchage et de la vente en circuit court. En 2012, j'avais commencé à regarder les propositions qui se faisaient par les personnes qui nous ont construit notre premier bâtiment couvert par des panneaux solaires. Il y avait les serres photovoltaïques. On a de suite arrêté parce qu'on nous a, par le biais de nos conseillers agricoles professionnels, nous ont déconseillé d'aller sur ces projets-là. On a laissé tomber. En 2015, on a rencontré sur un salon un producteur qui est dans Charles-Maritime, qui avait des vidéos et des photos de production qui fonctionnaient et qui étaient intéressantes. On est allé avec mon frère le rencontrer et on a remis en route le projet sur notre exploitation. Et donc aujourd'hui, on a 2,4 hectares de serres photovoltaïques où on fait du maraîchage
qui est valorisé à, allez, on va dire à 95% en circuit court, et donc sous lequel, depuis donc, mars 2019, puisqu'on a la serre, on l'a reçue, elle a été livrée début 2019, on a implanté 6000 m² d'asperges vertes, qui sont rentrées donc en production l'année dernière, puisque c'est une culture pérenne et qu'il faut 2 ans avant que ça commence à produire. Sur les cultures de printemps, on fait de la tomate ronde et de la tomate, on va dire, diversification, avec tout ce qui est le panel de tomates anciennes, noires, jaunes, roses, tomates cerises, du concombre, de l'aubergine, du poivron, donc le panier ratatouille. Et sur l'hiver, où là, effectivement, l'ombre portée des panneaux est plus pénalisante, aujourd'hui, on se restreint à faire de la mâche, du radis et de la blette, puisque c'est ce qui fonctionne. On a essayé d'autres productions qui ont été plus compliquées. Pour expliquer, quand même, sur l'exploitation familiale, sur la centaine d'hectares de terre qu'on travaillait, on n'a jamais eu de serre. Je précise ça parce qu'en fait, c'est des outils, ça nous a servi, nous, de jamais avoir travaillé sous serre. On n'avait pas d'habitude. Et donc, on a de suite cherché à s'adapter à l'outil et pas demander à l'outil à s'adapter aux productions. Et c'est des outils qu'il faut appréhender d'une manière différente de ce qu'on peut trouver sur des serres classiques. Donc, ça s'appelle une serre, mais c'est pas forcément, voilà, c'est pas tout à fait une serre. C'est vrai que c'est en verre, c'est voilà. Ensuite, le projet a été, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait pas perdre l'objectif agricole. Il faut savoir que nous, sur l'exploitation, la serre, parce que les premiers projets étaient rémunérés, le nôtre n'est pas rémunéré. Aujourd'hui, il n'y a aucun loyer, que ce soit sur le propriétaire du terrain, donc c'est mon père en l'occurrence, et l'exploitation. Il y a un loyer sur le foncier, mais qui est de l'ordre de 300 € pour 2,5 hectares. C'est pour l'aspect plus juridique, parce qu'on ne peut pas mettre à disposition gratuitement le foncier. Donc, il y a la seule indemnité, on va dire, qui vient des panneaux solaires, elle est là. Le reste, c'est les revenus qu'on doit en tirer, c'est que de la production qui est dessous, parce qu'on a 2,4 hectares de serre, mais on perd 1 hectare autour pour les chemins de circulation et les bassins de rétention. Donc, ça a quand même un impact sur notre surface. Donc, l'idée, ce n'était pas d'aller faire un projet photovoltaïque, surtout que ce n'est pas nous qu'on a investi. C'est une société qui nous a donc investi, qui a investi pour la serre et qui exploite les panneaux solaires et qui nous a permis d'avoir cet outil gratuitement. Et donc, l'approche économique de l'outil, aujourd'hui, comme il nous a rien coûté, nous permet de faire cette production de circuits courts, et on n'a pas cette ligne d'amortissement dans nos comptes qui serait lourde, parce qu'une serre de verre, on va dire, classique, ou les serres derniers cris, serre fermée, qu'on appelle, c'est plus d'1 million d'euros l'hectare, c'est presque 1,5 million d'euros l'hectare. Donc voilà, c'est aujourd'hui le schéma pour nous, il est valable sur l'exploitation aujourd'hui. Alors la rentabilité, on va attaquer la 3e année de production pleine. On s'en approche parce qu'il ne faut pas mentir, il faut s'adapter à l'outil, il faut chercher les bons produits, mais on n'en est pas loin. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de chiffre d'affaires à l'hectare, ça nous a permis de continuer à progresser sur l'exploitation et de pouvoir aujourd'hui accueillir notre sœur sur l'exploitation sans pour autant augmenter le foncier. Parce que le chiffre d'affaires, si je prends, parce qu'on a pas mal de légumes industrie, nous, sur l'exploitation, c'est un facteur de 10. C'est-à-dire qu'un légume d'industrie, en moyenne, c'est 10 000 € le chiffre d'affaires à l'hectare. Là, on est plus sur du 100 000 € de chiffre d'affaires à l'hectare. Voilà. Bon, il y a les charges qui vont aller en face, forcément. Mais pour nous, ça a été vraiment une solution de pouvoir continuer à progresser sans pour autant trouver du foncier en plus, et de revenir et de se redévelopper sur le circuit court, parce qu'on faisait du maraîchage en extérieur et qu'on était soumis aux aléas climatiques, que ce soit le vent, parce que même si nous rend beaucoup service, on a énormément de vent, on est dans la vallée du Rhône. On maîtrise l'irrigation, l'hygrométrie, les températures dans la serre. Bon, elle n'est pas chauffée, donc on maîtrise les températures, c'est-à-dire qu'on règle on commande les ouvrants en fonction des températures de consigne, mais il y a quand même, c'est pas miraculeux parce qu'il n'y a pas de chauffage, mais c'est déjà pas mal. Et donc aujourd'hui, on a redéveloppé le maraîchage sur l'exploitation, et aujourd'hui, on fait 150 000 € de chiffre d'affaires de maraîchage sur l'exploitation, alors qu'on était descendu à même pas 10 000 € parce qu'on était sur le point d'abandonner, parce qu'on était trop soumis aux aléas climatiques, on avait trop de pertes dues à tout ça. Donc après, pour redéfinir l'exploitation, les premiers projets, ça a été des bâtiments photovoltaïques. Donc aujourd'hui, sur l'exploitation, il y a 2 bâtiments de 1500 m² couverts de panneaux, la serre de 2,4 hectares,
Ça a permis au village, parce qu'au village, les gens n'en voulaient pas au début, la mairie n'en voulait pas. Le village aujourd'hui, alors c'est qu'un village de 1200 habitants, le village aujourd'hui est autonome en énergie verte et a un producteur qui produit des légumes pour la vente directe à l'entrée du village. Voilà. Après, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ça a un impact paysager, il ne faut pas mentir, mais ça peut s'intégrer avec des haies et tout ce qu'il faut en le faisant proprement. Mais aujourd'hui, nous, sur notre exploitation, on en est satisfait et ça nous a permis de continuer à progresser et être là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sylvain, donc, pour ce partage d'expériences très concret et vécu. Et du coup, ça nous permet d'enchaîner avec Xavier qui va nous parler aussi de maraîchage, mais en lien avec l'enseignement agricole. Peut-être, Hélène, je veux juste dire un petit mot aux participants, comme vous êtes très nombreux. Si vous pouvez mettre vos questions dans la rubrique QR, parce que je n'arrête pas de demander à chacun de déplacer vos questions, ça sera mieux dans la rubrique QR, parce que sinon on risque de les oublier. Merci. Xavier, il faut mettre le son. Bonjour, excusez-moi. Donc, Xavier Canal, directeur d'exploitation au lycée agricole à Saint-Livrade-sur-Lot. Pour situer pour tout le monde, c'est 30 km au nord d'Agen, donc une région agricole avec pas mal de maraîchage. Pour rappeler, avant de parler du projet photovoltaïque, ce qu'est une exploitation de lycée agricole, elle a bien deux fonctions essentielles: répondre aux 5 missions d'enseignement agricole, notamment l'expérimentation, l'innovation, le développement. Et d'un autre côté, produire avec un objectif de rentabilité. Donc, l'exploitation aujourd'hui à Saint-Livrade fait une centaine d'hectares, un gros atelier arbo, un atelier de transformation jus de fruits, du houblon, des céréales, des légumes industrie, une partie en bio et du maraîchage. Sur le maraîchage, nous avons 5000 m² de tomates hors sol et presque un hectare de légumes sous abri photovoltaïque. Donc voilà, c'était pour resituer un petit peu, parce que vous allez voir dans la genèse de notre projet, tout se réfère à ces missions-là et à ces objectifs-là et à cette stratégie et cette situation-là. À savoir que notre projet agrovoltaïsme a démarré en 2009. En 2009, nous étions dans une situation où l'exploitation nécessitait d'être redynamisée. Nous venions de vivre un épisode de tempête qui avait détruit vergers, serres, enfin voilà, donc on avait besoin de repartir. Et j'étais aussi face à une demande très importante d'augmenter les situations pédagogiques pour l'agriculture bio. Voilà. C'est logique par rapport à l'évolution des demandes de la société, par rapport au rôle de l'enseignement agricole. Donc, cette démarche-là est tout à fait logique. Mais nous n'étions pas forcément en capacité de pouvoir répondre à tout et de pouvoir nous relancer très facilement. Est arrivée la proposition d'un industriel du territoire, donc une usine qui s'est montée dans le Lot-et-Garonne, qui nous a proposé effectivement la mise à disposition d'une serre, 1 hectare, et d'un hangar, 3400 m². L'idée du partenariat, c'est l'industriel fait des installations et exploite la vente de l'électricité pendant 20 ans. Je ne touche pas de loyer à mon niveau. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que ça rentrait pleinement dans les missions de l'enseignement agricole, sur le volet notamment expérimentation, innovation, puis pédagogie aussi, parce que ça m'a permis de développer des situations pédagogiques que je n'avais pas encore sur l'exploitation. Et donc, c'était une opportunité pour l'Agrocampus 47. Le risque pris, il était mesuré. 1% de la surface de l'exploitation, donc voilà, pas toute l'exploitation. Des choix de culture au début, du moins avec des investissements faibles, des cultures sans palissage qui nécessitent le moins possible de main-d'œuvre, comme la salade ou le persil, par rapport à des tomates ou des poivrons qui sont venus plus tard. Et un soutien aussi de la région Nouvelle-Aquitaine, voilà, qui portait à la fois l'envie d'aller vers les énergies renouvelables, l'envie de développer l'agriculture bio, surtout dans les fermes de lycée agricole, qui soutenait l'installation de cet industriel qui a développé en quelques mois plus de 250 emplois sur la Genée. Donc, des choses quand même pas neutres aussi au niveau de territoire. Face à ça, ce qui a retenu mon attention dans le projet, ce qui m'a plu, c'était de faire venir des capitaux à l'agriculture. Souvent, voilà, un JA, quand il veut s'installer, un agriculteur qui veut développer son exploitation, qui fait face à l'arrêt d'une culture qui était pour lui intéressante, il est obligé de passer par la case banque et ce n'est pas forcément facile à chaque fois. Là, on a pour une fois un industriel qui est venu nous proposer un outil de travail
Bien sûr, il en exploite une partie, ce n'est pas un philanthrope, c'est normal, mais nous pouvons en exploiter l'autre. Et charge à nous d'arriver à produire, en plus de l'énergie, d'arriver à produire des légumes. Donc, c'était le deuxième élément, c'était de produire sur le même emprise au sol à la fois de l'énergie renouvelable et toujours de l'alimentation, et ne pas faire un transfert de l'alimentaire vers autre chose. Et enfin, c'était aussi penser à l'amélioration des conditions de travail. On n'y pense pas beaucoup, mais quand on remplace ou qu'on développe une exploitation où il y a des tunnels, des abris froids, qu'on passe à une serre verte qui est beaucoup plus haute, dont le climat est très différent, qui a un peu d'ombre dedans. Alors, ça a des défauts pour les plantes, mais parfois pour les salariés, l'après-midi, ça peut être intéressant. Donc, ça améliore aussi les conditions de travail, ça évite d'avoir des bâches à changer. Enfin, bon, voilà, il y a quand même un certain nombre d'effets assez positif. Donc, nous avons engagé le projet en 2009, signature en fin 2009, et nous avons commencé à produire en 2013. Nos principales productions réalisées, bien, un petit peu comme Sylvain, la mâche, la salade, la roquette, l'épinard, le fenouil, la menthe, le persil, donc des légumes feuilles. Des radis, du gingembre maintenant, on innove un petit peu, du poivron, du concombre, des tomates, surtout des tomates, rondes, grappes, cerises, cornues des Andes, et on va encore aussi développer la gamme. Un deuxième élément important, c'est que quand je me suis lancé dans cette production-là, j'ai voulu partir en bio. Pourquoi? Vous l'avez compris par rapport à nos missions d'enseignement, par rapport à la réponse à la demande sociétale et aux besoins de formation vers ces voies de production-là, par goût aussi un petit peu, mais aussi pour développer la production par rapport à ces modes de besoins pédagogiques et d'avoir un espoir de meilleure valorisation pour compenser. Évidemment, on s'y attendait à des rendements inférieurs. Donc, si on a un rendement moins bon, l'idée d'avoir un meilleur prix paraît assez évidente. Par contre, aujourd'hui, je me heurte à une difficulté par rapport au bio sous la serre photovoltaïque, par rapport notamment aux rotations. On pourra éventuellement en reparler. Donc, concrètement, voilà une image de culture de salade sous abri photovoltaïque. Alors, serre ou abri, effectivement, Sylvain a fait le distinguo. Attention, voilà, ce n'est pas une serre comme les serristes peuvent l'entendre traditionnellement. Ça demande à être apprivoisé, on va y revenir. Mais vous voyez bien qu'il y a de l'ombre portée au sol. Alors, vous n'y trompez pas, les salades de gauche et les salades de droite, ce n'est pas tout à fait les mêmes, donc elles n'ont pas forcément la même tête, mais il n'y a vraiment pas d'écart entre la salade qui est à l'ombre et la salade qui est au soleil. Il n'y a pas d'écart, ça ne veut pas dire, et ça produit, vous le voyez, c'est bien vert. Par contre, il y a quand même des incidences. Ma salade va être un petit peu plus fragile, les feuilles vont être un petit peu plus fines, elle va paumer un petit peu moins, elle va peser un petit peu moins. Donc, commercialement, ça peut avoir des incidences par rapport à une culture classique. Voilà la culture de tomates. Alors, vous voyez, il y a des petites astuces de production. On met du paillage blanc au sol. L'idée, c'est de maximiser le plus possible la présence de la lumière dans la serre. On le voit, il y a les panneaux en haut. Forcément, il y a de l'ombre au sol. Forcément, ça a une incidence. Et voilà une culture de concombre. Et là encore, on voit aussi les panneaux. Et voilà. Alors, avant de me lancer sur les concombres, j'avais fait des concombres dans un tunnel. Ils se plaisent plus chez moi dans la serre photo que dans le tunnel parce que le climat est plus facile. Concrètement, on fait un retour sur nos 10 ans d'expérience. Les réussites demandent un changement de repère. C'est-à-dire qu'effectivement, la lumière qui est utilisée pour l'électricité, tant qu'on n'a pas de panneau complètement transparent, elle n'est pas utilisable pour la plante. Donc forcément, il y a une incidence sur la plante. Le fenouil, il va chercher la lumière, ne va pas faire le bulbe. Donc commercialement, on a beaucoup de déchets, on a beaucoup d'écart. Les légumes feuilles sont plus fragiles. Ça pose un problème quand on fait de l'expédition comme moi, où j'ai très peu de ventes directes. Donc le lien avec le circuit commercial. Alors l'année où les salades de mes voisins en plein champ ont pris des difficultés climatiques, je m'en sors très bien. L'année où les leurs sont magnifiques, les miennes restent un peu plus sur le carreau. Voilà. Les rendements peuvent aussi être impactés. Ils peuvent forcément être un petit peu plus faibles. Je vous ai donné les exemples de mes rendements 2021. Tomates rondes, 16 kg au mètre carré. Tomates cerises, 8 kg au mètre carré. C'est peut-être pas extraordinaire, mais il faut penser une chose, c'est qu'on n'a pas les coûts de l'abri. Voilà. Ça a été cité, un hectare de serre vert, c'est à peu près 1 million d'euros. 1 million d'euros amortis sur 10 ans, 100 000 euros par an. Sur 10 000 mètres carrés, 10 euros du mètre carré. 10 euros du mètre carré, 3 kilos de tomates. En tomates cerises, je parle. Bio. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un calcul à avoir et une stratégie globale d'entreprise, tant sur la prise de risque que sur l'espoir des résultats
et l'appréhension économique aussi des résultats. Donc, en maraîchage, est-ce que le duo agriculture et photovoltaïque peut être gagnant-gagnant? Oui, c'est possible. J'ai bien dit possible, mais pas automatique et pas certain. Effectivement, il y a des conditions qui sont nombreuses et des points de vigilance à avoir. Alors, je ne me suis pas étendu sur l'aspect juridique et financier, mais plus sur les aspects techniques, la gestion climatique, la fertilisation, la lumière, bien évidemment, le calendrier de production, tout ça aussi lié au circuit de commercialisation, à la stratégie globale de l'entreprise et le risque qu'on prend tant qu'on ne maîtrise pas l'outil et qu'on va à l'aventure. Donc, nous, c'était dans notre rôle de partir, je dirais, en innovation le plus tôt possible. Donc, vous voyez, ça fait déjà presque 10 ans maintenant qu'on produit sous la serre photovoltaïque. Évidemment, je suis parti à l'aventure. Il y avait très peu de recul. Quand j'ai construit la serre, il y avait une autre serre en France. Voilà. Donc, forcément, on a des imprévus derrière. Nos perspectives aujourd'hui, c'est de poursuivre des essais divers et variés. Alors, je vous l'ai mis, cette année, on a fait du gingembre. On ne doit pas être nombreux en France à faire du gingembre. Des clients qui veulent du gingembre bio local, il y en a. Donc, il y a un marché potentiel. La culture, on a réussi à la mener. On a trouvé des petits défauts qui sont corrigeables en termes de paillage au sol, en termes d'irrigation. Par contre, j'ai un gros défaut de moisissure sur la fin de culture. Et là, bon, je ne sais pas encore si c'est mon manque d'expérience sur le gingembre, ce qui est fortement probable, ou un effet de la serre photovoltaïque. Donc, il ne faut pas jeter tout en même temps parce que la serre m'a quand même permis de faire du gingembre. Maintenant, il faut que je trouve les solutions. Voilà, mais c'est un bon début. On va poursuivre l'optimisation des itinéraires techniques. Alors, les densités, les variétés, les calendriers de production, la fertilisation qui est un petit peu particulière parce qu'on a des sols à l'ombre, donc ils ne se réchauffent pas pareil, ça ne minéralise pas pareil, les besoins des plantes sont différents. Voilà, donc il y a un équilibre végétal-fruit qui est un peu différent d'une serre optimisée pour la lumière. Donc, c'est des choses qui s'appréhendent et c'est beaucoup de sujets qui restent à approfondir et pour lesquels on n'a pas encore toutes les réponses. Donc, un réel engagement des filières, des instituts techniques et de recherche. Et moi, je ne suis pas l'INRA, je suis une exploitation lycéricole. Mon objectif est de produire et de former. La recherche pure, je ne suis pas en mesure de la faire. On a mis un outil en place, mais c'est vrai que ça serait utile qu'on passe à une autre étape maintenant. Nous, on y réfléchit en tout cas en termes de formation, puisqu'on l'a dit, une production sous panneau photovoltaïque nécessite de l'adaptation, des compétences, parfois une remise en question. Alors, quand on est novice en serre, ça peut aider. Quand on est très expérimenté, il faut savoir se remettre en question. Ça peut être un avantage, mais il faut bien faire cette remise en question. Donc, on réfléchit à une formation spécifique qui est en cours de réflexion sur l'agrocampus pour essayer d'aller plus loin sur ces productions-là. Voilà, quelques photos encore des productions, tomates et concombres. Voilà, donc c'est possible, mais attention, mais c'est possible. Voilà pour conclure ce que je voulais dire. Et le rôle d'un enseignement agricole là-dedans est important parce que je pense que ça peut être des solutions d'avenir si on ne les casse pas par de mauvais usages au départ et si on arrive à s'adapter à ça. Voilà, Hélène, je vous remets la parole. Merci beaucoup et merci à tous les trois pour vos présentations très intéressantes et complémentaires. Donc, merci Xavier d'avoir fini aussi par quelques photos parce que c'était aussi des commentaires dans le chat en disant que voilà, il y a des gens qui auraient aimé avoir des photos. Alors, j'ai la lourde tâche en fait de devoir faire un peu le tri dans vos questions parce que comme vous êtes nombreux, il y a beaucoup de questions et des questions très très intéressantes. Donc, je m'excuse par avance si je ne pourrai pas traiter de tous les sujets abordés. Je vais peut-être commencer par des questions un peu quantitatives. Il y a pas mal en fait de questions finalement sur les surfaces que vous avez équipées. Donc avec des questions très concrètes, hein. Par exemple, à quelle surface correspond un objectif de 44 gigawatts et plus généralement, comment est-ce que vous avez raisonné en fait la surface que vous avez que vous avez équipée en serre ou en panneau photovoltaïque. Et est-ce que derrière, voilà, vous avez un peu des éclairages à nous dire sur l'accès au foncier, la sécurisation du foncier. Vous avez, voilà, enfin, c'était quand même cette question du foncier, et Jérôme l'a rappelé dans son introduction, qui était assez centrale. Qu'est-ce que vous avez un peu des éléments à nous apporter sur cette question à la fois surface, raisonnement de surface et foncier? Jérôme, si vous oui, je peux répondre sur quelques éléments quantitatifs que j'ai vu passer dans les questions. Donc, quelle production d'énergie à l'hectare? À peu près 1 mégawatt. Alors, ça dépend évidemment de la technologie, de la densité de panneaux et de la surface totale utilisée par les panneaux sur cette surface, mais on va dire à peu près 1 mégawatt par hectare, ce qui veut dire que pour un 44 gigawatts France, ça ferait 44 000 hectares à peu près, un peu plus sans doute, puisqu'on n'utilise pas la totalité des surfaces, s'il faut des zones
des zones de détour autour des centrales, etc. En gros, ça représente entre 0,5 et 1% de la surface agricole utile. Pour chiffrer un peu les choses en matière de centrales photovoltaïques au sol, si on ne devait faire que des centrales voltaïques au sol sur des surfaces agricoles et non pas sur serre. Voilà. Donc, ensuite, j'ai vu aussi quelques questions passer sur les technologies. Alors effectivement, il y a une très, très grande diversité d'offres de matériel et d'infrastructures. On va dire qu'on est passé de la vision qu'on connaît tous de centrales très fixes, très denses, très basses, avec supportées par 2 pieux en général par panneau, et très contraignantes qui limitent l'utilisation notamment sur les surfaces en herbe aux espèces ovines, simplement que pour les exploiter. Maintenant, on voit monter les infrastructures en hauteur, se désintensifier, et il y a aussi la mobilité des panneaux, donc les fameux trackers, qui sont des panneaux qui peuvent suivre le déplacement du soleil et offrir toujours l'inclinaison la plus optimum pour capter le maximum de rayonnement solaire et donc le maximum d'énergie. Donc, toutes ces technologies sont Et puis, on a aussi des technologies encore plus innovantes qui sont sous forme d'ombrières, donc encore plus élevées, suspendues parfois, et qui permettent de faciliter aussi l'usage agricole sous ces centrales, avec des hauteurs permettant le passage de tracteurs dessous, de remorques, etc. Et donc faciliter la cohabitation. Donc il y a un foisonnement, j'ai le sentiment qu'il y a un foisonnement technologique de la part des promoteurs qui amène plus de solutions qu'il n'y en avait par le passé pour faire cohabiter les productions, en tout cas d'élevage, et les productions d'énergie. Merci Jérôme. Du coup, sur l'aspect foncier, surface au sol, comment vous avez raisonné ça et un peu par rapport à la sécurisation, enfin, vous avez vu qu'il y a pas mal de questions dans le chat sur ça. Est-ce que Xavier ou Sylvain, vous pouvez nous partager votre vision à vous? Nous, en fait, le projet, au départ, il est par rapport à la géométrie d'une parcelle qui était attenante au bâtiment, déjà. Ensuite, il y avait une surface minimum pour les investisseurs, hein, les producteurs d'énergie. Ils ont quand même, c'est pas des mécènes, ils ont une rentabilité à atteindre. Nous, on a eu un outil gratuit, mais eux, ils le payent, l'outil, ils payent les panneaux, ils ont une production derrière. Donc, il y a une surface minimum au projet pour qu'il soit viable pour tout le monde. Donc, nous, agronomiquement parlant, 2,5 hectares, ça nous convenait bien, puisque en extérieur, c'était les surfaces qu'on consacrait un peu plus au maraîchage pour notre vente en circuit court. Mais là, c'est optimisé, c'est resserré sur 2,4 hectares, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Mais voilà, la dimension du projet, chaque fois, ça va être différent. Il y a à prendre en compte la géométrie, la disponibilité de la parcelle en tant que telle, et après l'équilibre financier à donner au projet, parce que les technologies évoluent, y compris sur ce qu'on nous propose aujourd'hui sur les serres photovoltaïques. Il y a eu des progressions sur les derniers outils. On arrive à récupérer un peu plus de lumière, sauf qu'il n'y a pas de miracle. Si on récupère un peu plus de lumière, il y a un peu moins de panneaux, on laisse passer de la lumière en dessous des panneaux. En fait, en partie sud, sur le pan incliné du panneau, il y a aujourd'hui des propositions avec du vert diffusant, où on va arriver à mener quand même un peu plus de lumière que sur les premiers projets de serres photovoltaïques. Donc, du coup, ils sont un peu plus onéreux. Donc, s'ils sont un peu plus onéreux, il faut grossir un peu. Mais derrière, agronomiquement, on est meilleur. Enfin, voilà, chaque projet est à réfléchir. S'il y a vraiment un but agronomique derrière, tout se discute. Après, les surfaces. L'inconvénient, moi, que j'y trouve, si après, quand c'est trop grand, c'est pour et les ventilations et pour cloisonner par rapport aux cultures. Parce que aujourd'hui, nous, l'outil, par rapport à du maraîchage, quand on était en extérieur, même si on avait fait des essais, mais c'était intenable, on ne pouvait pas aller sur de la lutte intégrée. Donc aujourd'hui, nous, on n'est pas en bio sur l'exploitation, on va dire, puisque c'est la mode de le dire comme ça, raisonner, mais en tout cas, dans la serre, aujourd'hui, on n'est pas en bio que à cause de la fertilisation. Sinon, tout ce qui est, on va dire, il y a zéro herbicide, zéro fongicide chimique, c'est que on traite qu'avec en préventif avec du soufre ou avec des biocontrôles. Et pour les insecticides, il n'y a aucun insecticide chimique, on travaille qu'en lutte intégrée parce qu'on est en milieu fermé. Et donc, la lutte intégrée, parce qu'économiquement, ça a quand même un coût. En extérieur, on comprend bien qu'on a trop de parasitage. Donc, à l'intérieur, en tout cas, ça nous a permis d'être en lutte intégrée. Après, si l'outil est trop gros, je pense qu'à un moment donné, agronomiquement, il y a une limite. Enfin, ça dépend de ce qu'on veut faire dessous. Mais nous, on est sur du maraîchage, donc on a beaucoup de productions différentes.
2 hectares 4, c'est bien, voilà, plus à un moment donné, sinon il faut à l'intérieur être capable de le cloisonner, quoi. Mais bon, ça c'est mon ressenti, mon expérience. Après, Il faut aussi rajouter la dimension derrière économique et stratégie de base de l'exploitation. Qu'est-ce qu'on est capable de produire par rapport à la main-d'œuvre que l'on a ou qu'on peut mobiliser, par rapport aux moyens de production que l'on a, par rapport aux moyens de commercialisation que l'on a. Voilà, l'industriel, il va peut-être, oui, vouloir un projet de 5 hectares, mais si vous pouvez vendre que 10 000 mètres carrés, il ne faut pas en faire 50 000, quoi. Voilà. Il y aura un biais quelque part, sinon. Merci. Alors après, je vais passer aussi à une préoccupation un certain nombre des personnes qui nous suivent, c'est l'aspect riverain et acceptation sociale et ancrage au niveau des paysages. Alors je sais que c'est aussi des choses qu'on avait évoquées lors de la préparation, donc peut-être est-ce que vous pouvez un peu nous partager votre vécu par rapport à cette acceptation sociale, aux difficultés éventuelles que vous avez rencontrées et peut-être à la manière dont vous les avez contournées. Je ne sais pas qui d'entre vous veut commencer, mais Sylvain, je vous laisse la parole en premier. Je vais répondre parce que voilà, je laisse les collègues après s'il faut, mais moi ça a été très lourd parce qu'il faut savoir que quand même entre le moment où on a commencé à en parler en mairie et le moment où on a abouti, on a démarré les constructions de la serre, il s'est écoulé 2 ans et demi. Il y a eu des réunions à la mairie à répétition. Effectivement, la première question, parce les gens qui sont avec nous ne connaissent pas forcément, on va dire, dans les quartiers chics d'Orange, c'est-à-dire qu'on est au nord de la ville d'Orange et on n'a que des cadres supérieurs, des retraités de l'administration et autres, fait des gens qui ont un certain pouvoir d'achat, qui ont un certain confort de vie avec des belles villas et des piscines et ne se voyaient pas avec 2 hectares et demi de serre vert en bas de la plaine devant chez eux. Sauf qu'à un moment donné, on fait de l'énergie. Le village, je l'ai dit tout à l'heure, est autonome en énergie verte seulement avec notre exploitation. Alors certes, c'est un petit village, mais si j'en crois les chiffres qu'on m'a donnés, c'est le village plus la moitié de celui d'à côté. C'est environ 1000 foyers. Donc, à un moment donné, on leur a proposé d'être autonome en énergie verte et de faire une production locale. Alors, j'entendais, c'est vrai, tout à l'heure, qu'il faut être capable de vendre ce qu'on produit dedans. À partir du moment où on se diversifie, bon, nous, on est depuis 25 ans implanté un circuit court avec des magasins producteurs sur la commune d'Orange. Donc, on n'a pas attendu d'avoir la serre, faire du circuit court. On n'a pas attendu que ce soit la mode. Voilà, l'exploitation familiale, ça fait 25 ans. On a été à l'initiative des magasins il y a 25 ans. Donc, voilà, on était dedans. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'impact paysager, on l'a entendu, ça a été un reproche. Ça a fait partie des nœuds à dénouer en premier sur la commune. À force d'insister, encore une fois, sur l'autonomie du village en énergie verte et de la valorisation de production en circuit court, parce que c'est quand même aujourd'hui une grosse demande sociétale. On voit bien qu'on en entend parler tous les jours. Tout le monde veut du circuit court et on a bien vu qu'à un moment donné, on a failli manquer de nourriture dans les rayons, même si ça s'est arrangé. Moi, aujourd'hui, sur l'exploitation, enfin, pas aujourd'hui, quand le Covid est tombé en 2020, donc ça faisait 1 an qu'on avait la serre, on avait démarré le site internet, la page Facebook et tout. On s'est retrouvé avec 300 personnes du village et du village d'à côté qui venaient tous les matins faire les courses. Alors, tant mieux pour nous, hein, parce qu'il nous aurait fallu 3 ans pour avoir la visibilité qu'on a eue en 3 jours. Ça a été je ne souhaitais pas le Covid, mais ça nous a, nous, pour le coup, mis un coup d'accélérateur. Mais les gens se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils aient à côté de chez eux de quoi manger. Et la serre photovoltaïque, pour un petit maraîcher, alors pour des puristes et des serristes qui ont l'habitude de faire tourner, on va dire, des Ferrari, des serres, c'est-à-dire, moi je dis toujours, on peut rouler en Tesla électrique, moi j'ai la Zoé pour aller au village à côté acheter ma baguette, ça me suffit. Voilà. Après, on peut avoir la Tesla électrique pour traverser la France, moi j'ai la Zoé. Maintenant, pour aller acheter la baguette au village à côté, c'est largement suffisant. Donc voilà, pour sécuriser du maraîchage aux abords des villages, pour faire du circuit court dans un périmètre de... Voilà, les distances, à chacun de les définir, mais je trouve que ça a du sens. Et l'impact paysager, du coup, il est plus digeste à accepter. Après, encore que, bon, même si aujourd'hui ça ne suffit pas, on a planté des haies autour, il faut certes quelques années pour habiller le tout, mais sur le long terme, ça sera intégré avec des haies tout le tour, on ne la verra plus. Donc, voilà. Aujourd'hui, en tout cas, nous, on a projet d'en faire une deuxième. J'ai plus de discussion sur ce sujet-là avec mes riverains. Voilà. Si au début, c'était le premier nœud à dénouer, aujourd'hui, sur le deuxième projet, c'est plus un sujet de discussion. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde y a trouvé son compte. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de problème là-dessus. Mais chez nous, voilà, après, ailleurs, je ne sais pas.
On va demander à Xavier, peut-être, et on terminera par Alors, l'élevage. Comment ça se passe ailleurs? très vite. Donc, moi, sur le maraîchage, alors peut-être parce qu'on était au tout début, peut-être parce qu'il y a eu un peu de bienveillance, parce que c'est le lycée agricole et que j'ai qu'un hectare. Voilà, l'impact paysager, on a fait des adaptations. Il y a eu un petit peu de débat, mais on a pu quand même faire l'installation. Voilà, maintenant, localement, il y a des projets plus importants qui ont vu le jour par certains voisins il y a quelques mois et qui se heurtent à ce problème-là d'intégration paysagère. Oui, c'est clair. Jérôme, peut-être du coup, côté élevage, comment ça se passe sur Oui, ce... alors je confirme ce qu'a dit Sylvain. La procédure de création d'une centrale est quand même un processus assez long. Ça dure voilà, entre 2 et 3 ans en phase de construction intégrée. Donc, les démarches administratives et les étapes se succèdent et ça passe quand même par un certain nombre de discussions et d'acceptations à différents niveaux. L'intégration paysagère, ça reste quand même sans doute le point le plus difficile à gérer, hein, parce que, enfin, en gros, on est tous pour les énergies vertes, mais pas trop près de chez soi quand elles nous dérangent un peu. Donc, voilà, c'est un peu le paradoxe de la chose. Il y a des nécessités, enfin, et les développeurs sont quand même assez préoccupés par cette question et en fait intègrent généralement dans leur projet des aménagements visant à faciliter l'intégration ou à masquer la visibilité des centrales lorsque c'est possible, avec le maintien de haies notamment ou la création de haies lorsque c'est possible. Par contre, on peut se poser la question parce qu'il y avait des questions autour du pilotage agronomique aussi de ces panneaux. Et effectivement, ça peut être une solution, ça peut apporter un plus aux éleveurs et aux agriculteurs. Et notamment, je pense aussi à la viticulture, parce que sur la viticulture, il y a aussi des possibilités de développement de panneaux pilotés en fonction du climat, de la météorologie et des besoins agronomiques de la vigne. Mais voilà, on peut se poser la question de l'évolution paysagère de ces sites qui portent aussi l'image de produits à haute valeur. J'en profite pendant que j'ai la parole pour répondre à quelques petites questions. Les bovins, oui, aussi sont concernés par le photovoltaïsme grâce à l'élévation des structures. Alors, ça pose des questions de solidité, de protection, etc., mais qui sont en partie déjà intégrées par les développeurs. Il y a des questions autour du rythme de la pousse de l'herbe, est-ce que ça favorise ou pas? Je dirais que, je réponds toujours, ça dépend du contexte limitant, du contexte pédoclimatique et du facteur le plus limitant. Dans les zones les plus séchantes et les plus au sud, on va dire que c'est une protection à la déshydratation de la plante et à la réduction de l'évapotranspiration et que ça favorise plutôt le maintien du couvert. Dans les zones où il n'y a pas de stress hydrique trop fort, le panneau peut être un obstacle à la photosynthèse en limitant le rayonnement et donc limiter la biomasse. Ceci dit, il y a plein d'évolutions technologiques aujourd'hui. Sylvain les a abordé la question avec ces panneaux semi-translucides qui laissent aussi passer une partie du rayonnement. Il y a même des panneaux bifaciaux qui permettent de capter la lumière réfléchie par le phénomène albédo des surfaces. Et donc, derrière, il y a quand même beaucoup de solutions qui sont en train d'émerger aussi pour faciliter les choses. Voilà. Le pilotage agronomique sur les prairies nous concerne assez peu finalement, mais effectivement, la densité jouera par rapport à la densité et la hauteur permet en fait d'avoir une ombre plus ou moins mobile ou plus ou moins fixe qui sera soit une contrainte, soit une solution par rapport à la production de biomasse sur les prairies. Merci beaucoup. Alors après, je vais rebondir sur 2 ou 3 questions qui me semblent d'actualité avec notamment le Varenne de l'eau. Et on est quand même sur la thématique aussi du réchauffement climatique, puisqu'il y a eu des questions en fait, par rapport aux impacts sur l'eau, à la fois d'un point de vue quantitatif et qualitatif, à savoir donc, quels sont les impacts sur les zones humides et sur l'eau en général, notamment, alors là c'est peut-être plus pour Jérôme, lorsqu'un ruisseau traverse les prés destinés à recevoir des usines, et plus généralement, est-ce qu'il y a un impact des panneaux sur la répartition de l'eau au sol, d'une part, et sur les pertes et par évaporation, d'autre part? Est-ce que vous avez des éléments à nous apporter sur ce lien à l'eau et à la consommation d'eau? Alors, je crois que je ne suis pas sûr d'apporter une réponse complète sur les zones humides. Je crois que si elles sont dans le cadre de déclaration de zones humides et plus ou moins protégées dans un cadre environnemental, l'installation de centrales me paraît, si ce n'est très difficile, voire peut-être même interdite, enfin, ou très compliquée.
Alors, la gestion de l'eau, ça impacte si les panneaux sont fixes, évidemment, ça va modifier la répartition de la pluviométrie sur les surfaces. Lorsqu'on est face à des panneaux trackers, là, en fait, la mobilité va en partie régler le problème de répartition de la pluie sur les surfaces. Il y a aussi des systèmes qui peuvent se piloter en fonction des conditions météorologiques, c'est-à-dire se mettre à la verticale et ne pas faire obstacle à la pluie si jamais on avait cette volonté-là, se mettre à l'horizontale pour protéger de phénomènes tels que du gel ou d'autres intempéries telles que la grêle, notamment sur de l'arboriculture. Donc voilà, il y a des possibilités selon les technologies, mais effectivement, plus les choses sont fixes et denses, et plus les impacts sur les surfaces sont importants et contraignants pour la cohabitation avec la production agricole. Et du coup, côté maraîchage, par rapport à peut-être Xavier puis Sylvain? Xavier, est-ce que vous avez des éléments? Je crois qu'il est pardon. Par rapport à votre consommation d'eau, ce que vous avez pu observer sur cet aspect eau? Bon, sur l'aspect eau, je n'ai pas forcément d'éléments. Ça reste du maraîchage, on est sous abri, donc bien sûr, on arrose. On maîtrise mieux que ce qui se passe dehors, évidemment. Donc, c'est un abri et on profite quand même du dispositif abri. Après, est-ce qu'il y a une incidence? Je sais que je ne récupère pas les eaux, par exemple, du toit, si j'ai encore des améliorations à faire, parce que ça mériterait d'être fait. Voilà, mais c'est vrai que c'est des sujets oui, qui s'y prêtent un petit peu. J'étais en train de lire aussi certaines réactions dans les questions-réponses par rapport aux collectivités, aux communautés de communes qui cherchent à la fois à améliorer leur plan alimentaire territorial, qui ont les incidences climatiques à gérer, qui ont parfois un manque de visibilité pour trouver des agriculteurs qui s'installeraient pour alimenter les cantines. Enfin voilà, il y a peut-être des sujets là à creuser où ce dispositif-là peut aider. Voilà. C'est des cas un peu particuliers, mais ça mérite peut-être une attention particulière, puisque en termes de financement, ça a un autre effet. Avec le bémol, c'est que l'agriculteur qu'on mettra dans cette situation-là, pour qu'il réussisse, il faut qu'il soit formé à ça. Il faut vraiment veiller à ça, parce que je le vois nous-mêmes sur notre exploitation, on a bataillé, on a même perdu espoir à un moment, on est revenu grâce au contact de quelques-uns qui avaient mieux réussi que nous. Donc, il faut vraiment, il y a beaucoup de choses à défricher, que ce soit sur la gestion climatique, sur la gestion de l'irrigation, sur la gestion de la fertilisation, sur tout ça, y compris l'aspect commercial. Voilà, l'exemple, on le voit bien. Moi, je suis en expédition, j'ai parfois quelques difficultés. Mes rotations vont poser problème. Si j'étais qu'en situation de commercialisation directe, comme le cas du collègue du Sud-Est, je ne serais pas dans les mêmes difficultés, dans la même situation. Donc, il faut vraiment adapter. C'est un ensemble. Ce n'est pas uniquement sur un seul aspect qu'il faut regarder. Du coup, peut-être Sylvain Ouais, donc, moi, pendant qu'on parlait, je suis allé voir mes consommations d'eau sur 2021. Donc, sur les 2,4 hectares, on a consommé 11 000 cubes d'eau pour 12 mois d'exploitation, parce qu'il y a les cultures d'hiver et les cultures de printemps. Pour ordre de comparaison, sur des tomates, puisque nous, c'est notre culture principale en extérieur, des tomates de plein champ, on tourne entre 4 000 et 4 500 mètres cubes à l'hectare. Tout ça irrigué goutte à goutte sur 3 mois de l'année. Là, on est sur alors, on n'est pas 12 mois d'exploitation, mais sur une rotation et demie, on est 11 000 cubes sur 2,4 hectares. Donc, ça reste relativement économique. Alors, on est tous sur de la micro-aspersion ou du goutte à goutte, localisé. Et pour ce qui est de la récupération des eaux, nous, c'était dans le projet initial, on souhaitait pouvoir récupérer l'eau de pluie des 2,4 hectares, parce qu'on a quand même un bassin de rétention qui fait près de 4 000 m². Sauf que les lois sur l'eau et l'administration, quand on a commencé à faire le dossier, on m'a tellement posé dans mon bûche et de problèmes et de questions que j'ai dit, écoutez, c'est dommage, mais on va laisser partir l'eau dans les nappes. Alors, elle n'est pas perdue parce qu'elle est dans le bassin et elle s'infiltre et elle va dans les nappes. Et je vais pomper pour irriguer. C'est un peu aberrant, mais la lourdeur administrative m'a découragé. Voilà. Alors aujourd'hui, ça c'était en 2017, 2017, quand on a fait ce dossier-là. Est-ce que ça a évolué depuis? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, récupérer l'eau de pluie, si on voulait respecter les lois, pour moi, ça y est, on a laissé tomber. C'était trop long, on perdait trop de temps, c'était trop compliqué.
Et du coup, je vais rebondir sur vos propos pour vous relayer des questions concernant la PAC. Il y a des gens qui s'interrogeaient du coup comment c'était pris en compte par rapport à la PAC, ces surfaces-là. Je sais pas Alors, quelle équipe, ouais. Alors l'année dernière, faut savoir que sur l'exploitation, donc on a une centaine d'hectares, on a des aides couplées, des aides découplées, donc c'est-à-dire on a une aide, un DPB, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais on a une aide qui est dédiée à l'hectare, quelle que soit la culture. Et sur les serres photovoltaïques l'année dernière, on a voulu nous l'enlever. On n'a pas compris pourquoi, parce que c'est de la production. Effectivement, il y a du panneau, mais il y a des gens qui ont déterminé que c'était des projets industriels et plus des projets agricoles. Sauf que moi, j'invite quiconque à venir voir. C'est pas du plastique dedans. On produit, il y a des légumes, on en vend aux cantines, puisque tout à l'heure le collègue Xavier parlait des cantines. Aujourd'hui, on est sur agri-local et sur le secteur Nord Vaucluse, je sers ou les cuisines centrales ou les écoles qui ont encore leur cantine, enfin leur cuisine pour ceux qui l'ont encore. Aujourd'hui, c'est un projet agricole. Certes, il est doublé d'un projet de production d'énergie verte, mais c'est avant tout, en tout cas pour moi, c'est bien des revenus agricoles que j'en tire, et seulement agricoles. Voilà. du coup, je ne sais pas si Jérôme ou Xavier, vous avez aussi des Oui, en éléments. fait, il y a débat, il y a même débat au niveau européen et dans l'application de l'attribution des DPB. Effectivement, on peut considérer que c'est une production de richesse hors agriculture qui vient sur les surfaces agricoles et qui donc ne nécessiterait plus d'aide agricole pour ces surfaces-là compte tenu de cette valorisation supplémentaire. Mais justement, normalement, je crois qu'il y a un débat autour du concept d'agrivoltaïsme qui fait qu'il y a couplage entre des activités et synergie entre les activités qui permettrait en fait, de maintenir ces aides agricoles à ces surfaces couvertes par les panneaux photovoltaïques. Donc, je pense que la question n'est pas tout à fait claire et complètement réglée. Il y a le risque de perte de ces primes, mais il y a aussi débat sur le fait que la synergie nécessiterait de les garder. Je voudrais aussi, j'ai vu dans les chats un certain nombre de points, une question autour du démantèlement. Non, on n'a pas d'exemple de démantèlement parce que l'agrivoltaïsme, c'est un concept tout à fait récent. D'ailleurs, il y a encore très peu de vraies centrales agrivoltaïques sur les terres agricoles en France. Et donc, on sait pas, elles ne sont pas en bout de course, ça dure une trentaine d'années. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des précautions qui sont prises et qu'on privilégie certaines techniques d'implantation, c'est-à-dire pas de support trop bétonné, des pieux battus pour installer les panneaux plutôt que des structures fixes et qui dégraderaient le sol. Donc, il y a des précautions qui sont prises à l'installation. On ne sait pas dans 30 ans comment ça se passera. J'ai vu des questions autour des panneaux verticaux. Oui, il y a des panneaux verticaux, il y a des technologies aussi de ce type-là qui permettent d'élargir les espaces et même de faire des grandes cultures avec des passages de moissonneuses-batteuses entre ces rangées de haies de panneaux finalement. Et puis, j'ai aussi repéré une question qui est intéressante autour de la taille des centrales. Donc, effectivement, entre une serre de quelques hectares à des projets qui peuvent en contenir plusieurs centaines, c'est là où on peut se poser la question du bon couplage et du bon équilibre entre les productions. Alors, il faut savoir qu'une centrale, pour être rentable, elle doit être de dimension suffisante et pas trop éloignée d'un poste de relargage de son électricité. C'est ça aussi qui fait son intérêt économique pour le développeur. Et donc, il faut arriver à combiner la distance au point de connexion de relargage de l'électricité avec la dimension du projet. Et pour ce qui est de l'approche élevage, en fait, et agricole, il faut qu'on essaye de garder une bonne proportion des choses, parce qu'effectivement, si la manne énergétique est trop importante, on peut se poser la question du maintien de l'activité agricole. Et donc, des centrales très importantes, je pense, font peser plus de menaces sur l'activité agricole que des petites centrales à dimension plus... Ah, bon, on a perdu Jérôme. Du coup, Xavier, je ne sais pas si par rapport à cette question-là, vous aviez des choses ou points qu'a abordé Jérôme par la suite. Non, rien de plus. C'est vrai qu'il y a énormément de différences entre des grosses unités de production photovoltaïque sur plusieurs dizaines d'hectares pour de l'élevage, avec une serre qui de toute façon constitue déjà un bâtiment avec une emprise au sol et des dimensions quand même beaucoup plus modestes normalement. Donc, voilà. Mais je rejoins assez sur l'idée que peut-être les plus gros projets risquent de faire des mauvaises bascules, quoi, avec une mauvaise répartition énergie et agriculture. Alors que les petits, peut-être, peuvent aider dans beaucoup de situations. Voilà. Philippe, est-ce que j'ai droit à une dernière question? Oui, dernière question, toute petite. Jérôme est revenu.
Ah, super, j'ai mes revenus. Vous avez dit, et je crois que c'était Sylvain qui avait commencé son propos en disant que au début, vous êtes allé voir d'autres agriculteurs qui avaient déjà eu des expériences là-dessus. Et du coup, il y a eu des questions sur finalement, est-ce qu'il y a des expériences à l'étranger? Est-ce que vous savez si les pays européens, d'autres pays européens sont peut-être plus avancés? Est-ce que vous êtes intéressé à ça? Éventuellement, vous avez bénéficié aussi des expériences qui se sont faites dans d'autres pays? Non, pour moi, non, j'en ai pas bénéficié. Moi, le projet date de 2009. Donc, voilà, on était vraiment dans les premiers. Un des premiers était quelqu'un du département. Il n'y en avait pas d'autres en France à l'époque. Il s'en est monté beaucoup assez rapidement derrière. Mais bon, voilà, moi, à mon niveau, je n'ai pas forcément de retour européen. Je crois qu'il se passe des choses à La Réunion. Mais en Europe, je ne sais pas. Il y a eu, nous, on a fait un benchmarking assez complet des expériences et des références sur la question, et c'est assez pauvre, même au niveau mondial. Voilà. Ou alors ça vient d'Australie ou de Californie, donc dans des contextes qui ne sont pas très transposables. Et Sylvain, du coup, le dernier mot. Juste des expériences à l'étranger, non. Moi, je me suis rendu donc, chez le collègue en Charente-Maritime. Juste, je voulais revenir sur l'histoire de la PAC ou des subventions, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle beaucoup de la PAC, mais il n'y a pas que la PAC. Il y a tout un arsenal de subventions qui peuvent aider à progresser sur la qualité des exploitations, optimiser l'irrigation, tout ça. Aujourd'hui, nous, on a investi sur l'exploitation familiale 120 000 € dans la serre pour 2,4 hectares de maraîchage, puisqu'on a automatisé l'irrigation, et ça reste à notre charge, puisque c'est bien en lien avec la production. Et tout ce qu'on a investi dans la serre, on n'a eu droit à aucune aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des cultures comme je peux avoir moi sur du plein champ, nous ouvre la possibilité d'avoir certaines subventions sur certains équipements. Aujourd'hui, moi, dans la serre, on a eu 0 subvention. Donc voilà. Donc c'était juste pour dire que si on nous enlève en plus les 200 et quelques euros qu'on a à l'hectare de DPB, bon, ben, pourquoi pas, mais je trouve que ce n'est pas cohérent, puisque, encore une fois, c'est bien un outil agricole. Merci beaucoup à vous trois et merci à tous pour toutes vos questions très très riches, et je m'excuse auprès de ceux qui n'ont pas pu répondre. Merci Hélène, merci à tous les trois, vraiment très riche et très intéressant. Merci à tous les participants. Donc je crois qu'effectivement là, on a un peu l'obligation du service après-don sur un certain nombre de questions qui n'ont pas été répondues. Donc là, beaucoup de participants disaient si on peut avoir tous les informations sur ces questions. Donc Hélène, on verra comment on peut s'y prendre. En tout cas, merci à tous. Juste pour vous dire que la semaine prochaine, on reviendra sur santé globale, puisqu'on alterne entre changement climatique et santé globale. Et la semaine prochaine, on traitera de la question de l'effet des produits de traitement phytosanitaire, sanitaire en général, sur biodiversité, santé animale et santé humaine. Donc là aussi, un sujet d'importance. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Au revoir. Au revoir et à encore tous. merci.